Bien le bonjour et bienvenue dans la chaîne du serpi-officiel.be. Aujourd'hui, évidemment, la suite de nos vidéos relatives donc à ces anecdotes qui devaient répondre à la question de journaliste, à savoir pour quelles raisons, comment se fait-il que vous soyez ainsi passionné au surnaturel, au paranormal, à l'ufologie, enfin bref, à l'inexpliqué, tout ce qui est étrange, et depuis aussi longtemps. Alors pour répondre à cette question, je vais céder la parole à quelqu'un que je connais depuis très longtemps, rien de tel en effet, pour vous parler de ce cas absolument invraisemblable que le principal intéressé. Je lui laisse à présent la parole. Une fois n'est pas coutume, je vais essayer de vous raconter en une seule fois, c'est-à-dire donc en respectant le format imparti de la dizaine de minutes environ, de vous raconter une anecdote formidable qui m'est réellement arrivée alors que je devais avoir 5 ou 6 ans. Mais ce faisant, je prends un risque considérable parce que, je peux bien vous l'avouer, si j'avais dû, à un moment donné, raconter cette histoire à n'importe quel journaliste, je suis persuadé qu'il m'aurait ri au nez, ou s'il ne l'avait pas fait, en tout cas, il aurait plongé sur l'occasion pour en faire une petite narration de son cru dans sa feuille de chou, et son article m'aurait descendu en flammes. J'aurais bien entendu perdu toute crédibilité, ce qui évidemment est catastrophique pour le président d'une association qui se veut sérieuse. Pourtant, je vais insister sur le fait, la narration que je vais vous faire ici est parfaitement authentique. Elle se base sur des éléments absolument réels, vécus, pas seulement de moi d'ailleurs, mais également de ma mère qui m'accompagnait pour la circonstance. Alors, imaginez-vous, nous nous trouvons dans notre chambre quand surgit apparemment de nulle part un petit être tout rouge. Donc là, on ne peut pas parler d'un bonhomme vert, particulièrement turbulent, dynamique, rapide, qui court, qui passe en dessous du lit, qui commence à donner de grands coups vers le haut, qui nous fait valdinguer, qui nous terrifie, bien entendu. Et ma mère me fait un conseil dans le creux de l'oreille, elle me dit « ne bouge pas, ne dis rien ». C'était un conseil complètement superflu parce que j'étais terrorisé, j'étais terrifié, j'étais tétanisé, et je ne comprenais absolument rien de ce qui se passait. Ce truc qui ressemble effectivement donc à un petit diable, on va dire un diablotin, venait de nulle part, on ne connaît pas du tout ses intentions, on ne sait pas pourquoi, qui plus est, il évolue dans un contexte qui ne lui est théoriquement pas favorable, parce que nous nous trouvions à ce moment-là dans l'une des pièces de la maison de ma grand-mère, qui était connue pour être une personne très pieuse. Et partout dans la maison, on ne trouvait que ça, c'est-à-dire des crucifix, des représentations religieuses, tout ça. Donc, s'il s'agissait d'un diablotin, donc d'un représentant du domaine surnaturel, mais il devait se trouver très mal à l'aise. Et si ce lieu ne lui convenait pas, on ne voit pas très bien pourquoi il y serait rentré, d'autant plus qu'il en est sorti après peut-être 2 ou 3 minutes, qui bien entendu m'ont paru une éternité, sans qu'on sache vraiment pourquoi il était venu. Il était venu simplement pour faire peur, pour se montrer, pour démontrer un caractère turbulent et espiègle, mais quel but? On ne le voit évidemment pas. Alors, cette histoire paraît complètement délirante, ne semble avoir aucun sens, et semble surtout relever complètement de l'imaginaire d'un jeune garçon de 5-6 ans, comme je vous l'ai dit. C'est évidemment très possible, on ne peut pas dire autrement. C'est ce que n'importe quelle personne de sensée évoquerait comme première explication. Soit c'est une simple affabulation, soit ça émane du domaine onirique, c'est-à-dire du rêve. Je l'aurais rêvé. Mais quand même, cet événement est resté dans ma mémoire d'une manière tellement ancrée, tellement forte, que je ne peux pas imaginer qu'il s'agisse d'un rêve. Il y a une autre raison aussi, mais ça, je vous le dirai après. Il y a toutefois
Une autre possibilité, vous avez entendu que je vous disais que ma grand-mère était très pieuse, et effectivement, je relève d'une famille où aussi bien mon père que ma mère étaient croyants, donc il y a une certaine imprégnation chrétienne, dont je ne peux pas faire abstraction, donc on m'a parlé de bon Dieu et tout ça, j'ai été au catéchisme, j'ai fait ma communion, etc. Bon, en fait, c'est parce que je n'ai pas eu le choix, c'était comme ça, et pour moi, ça coulait de source. Bon, donc on peut dire, voilà, c'est parce qu'on m'en a parlé, ça a influencé mon subconscient et je l'aurais probablement restitué dans un épisode donc onirique. Malheureusement, quand je repense à la question, je me dis qu'à cet âge-là, je n'allais pas au catéchisme. Mes parents avaient effectivement évoqué l'existence du diable, ils en avaient fait une représentation, mais à tous les coups, à chaque fois, ce diable en question était présenté comme un adulte. J'ai fait quelques recherches et je me suis rendu compte que même dans les livres de catéchisme, il y avait bien parfois des photos assez impressionnantes d'ailleurs de diables, mais chaque fois ce diable était bel et bien adulte et il ne s'agissait jamais d'un diablotin. D'autres recherches m'ont permis de trouver, notamment dans un Tintin dont je ne connais plus le titre comme ça, la présence de petits diablotins qui ressemblaient éventuellement à cette espèce d'individu que nous avons croisé et qui emmènent les méchants vers un enfer hypothétique, évidemment. C'est une histoire, mais dans ce cas-là, c'est une bande dessinée, ça n'a rien d'impressionnant. Mais de toute façon, ça n'y ressemblait pas vraiment, mais plus ou moins dans le genre, mais c'est pas ça. Surtout, les dates ne correspondent pas. Je n'avais pas accès à ce genre de petite littérature BD graphique donc de l'époque à cet âge-là. Donc c'est pas ça qu'ils pouvaient faire non plus. Alors, quelle autre explication pourrait-il y avoir en l'occurrence? Il y en a une qui fait très scientifique et en même temps médicale, c'est la fameuse hypothèse de la paralysie du sommeil. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle de paralysie du sommeil? Il faut savoir qu'il s'agit donc d'un phénomène que la plupart des gens vivent. On dit que statistiquement, pratiquement tout individu vit un épisode de paralysie du sommeil une fois dans sa vie au moins. Ça se passe dans un contexte soit hypnagogique, soit hypnopompique, désolé, mais bon, ce sont les termes, c'est-à-dire donc juste au moment où l'on n'est pas encore complètement endormi, mais presque, ou bien au moment où on se réveille, mais on n'est pas encore complètement réveillé non plus. Donc c'est une période transitoire. À ce moment-là, peuvent survenir certains phénomènes très bizarres, en même temps qu'une paralysie qui, heureusement, ne touche pas le système respiratoire. Sinon, on n'aurait plus l'occasion de le raconter par la suite. Mais ça s'accompagne aussi de phénomènes de perception tout à fait terrifiantes. Certains décrivent des sorcières, des diables, toutes sortes d'entités plus terrifiantes les unes que les autres. Mais, détail important, avec une incroyable impression de réalité. C'est-à-dire que ça paraît tellement réel qu'on a beaucoup de mal, c'est pratiquement impossible de s'imaginer que ça émane d'un phénomène simplement donc situé probablement dans le cerveau, enfin généré d'une manière onirique. Et c'est l'explication évidemment de pas mal de phénomènes qui relèvent de ce genre d'événements. C'est celui que j'ai envie de retenir parce que c'est le plus rationnel, c'est le plus facile que l'on puisse sortir pour trouver les explications sans paraître ridicule. Il y a quand même un petit point qui est gênant dans cette explication, et je vais vous le livrer en mille. C'est que, après l'événement en question, donc quand ce diablotin a quitté la chambre, sont restés imprimés dans le balatum la trace des petits sabots de ce diablotin. Là, il faudra évidemment que l'on m'explique. Alors, il existe une autre
explication qui pour moi n'en est pas une, c'est en quelque sorte une explication circulaire, c'est-à-dire une explication qui utilise un truc inexpliqué pour essayer d'en expliquer un autre, et somme toute, ça n'explique finalement rien. Le diablotin en question n'aurait rien, dans cette hypothèse, n'aurait rien de surnaturel. Donc ce ne serait pas euh, un membre de la famille des diables, n'aurait rien à voir avec la religion d'ailleurs. Ce serait en quelque sorte une entité déguisée, probablement en rapport avec la conscience de l'individu, et c'est là qu'il y aurait un rapport avec l'imprégnation religieuse. L'individu en question, ou l'entité si vous préférez, aurait pris l'apparence de quelque chose d'assez cohérent dans le conscient de l'individu par rapport à son vécu. Mais en réalité, il se serait agi de quelque chose, de quelqu'un d'autre, par exemple d'un extraterrestre ou d'un envoyé quelconque, dont la mission aurait été, par exemple, de me dissuader euh, dans le futur, et encore fallait-il le connaître à ce moment-là, de m'intéresser aux phénomènes paranormaux, ufologiques, surnaturels, pour les étudier d'ailleurs de plus en plus sérieusement, de plus en plus profondément, avec de plus en plus de moyens dans le cadre d'une organisation bien structurée. C'est que probablement, donc, à ce moment-là, ils envisageaient déjà un certain risque. Le risque que l'on découvre la réalité à propos de leur existence et de leur identité. Mais ça reste très hypothétique et c'est sujet à beaucoup de controverses, beaucoup de discussions, beaucoup d'objections. Avant de terminer à ce sujet-là, il faut quand même encore que je fasse une petite parenthèse, une petite explication, parce que on a parlé de surnaturel, on parle souvent de paranormal, et les gens utilisent souvent l'un des deux termes pour l'autre, sans trop en connaître la différence. Alors, il fait bon de donner une définition à ce propos-là. De quoi parle-t-on quand on parle de surnaturel, tout d'abord? Alors, le surnaturel, c'est l'ensemble des phénomènes qui sont à connotation religieuse, peu importe la confession, hein, c'est pas ça qui compte, mais il y a donc un rapport avec la religion. Ces phénomènes ne sont pas reproductibles en laboratoire et ne sont donc pas explicables, ne sont donc pas étudiables, pardon, scientifiquement. On leur oppose les phénomènes paranormaux qui, eux, ne sont pas à connotation religieuse, sont parfois reproductibles dans une certaine mesure en laboratoire et donc sont susceptibles d'être étudiables scientifiquement. Voilà, je suis à peu près arrivé au bout de mon explication quant à cette anecdote du diablotin. Je vous rappelle que c'est du vécu. Je sais que c'est absolument invraisemblable, mais c'est comme ça. Allez, que cette histoire de diable rouge ne vous empêche pas de dormir, ni surtout de suivre la Coupe du Monde. En attendant, ne manquez pas de suivre nos prochaines vidéos. D'ici là, merci de votre attention et à bientôt. Salut!